Allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Willy Blanc, allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Zeko Grissina, yeah. Allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Willy Blanc, allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Zeko Grissina, yeah. Allons-y, allons-y, on ira jusqu'au bout. Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers compatriotes. Nous sommes réunis aujourd'hui, ce soir, ensemble, c'est la communauté africaine ensemble. Excusez-moi un peu l'émotion, je vais reprendre ma phrase. Donc je disais, nous sommes ici réunis en communauté africaine afin de plaider la cause de la souveraineté. Donc le thème principal, c'est l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous sommes ici, je suis Blandine Diafitua du RCK, des résistants combattants du Congo, de la République démocratique du Congo. Je représente, je suis porte-parole de ce mouvement, c'est pas un mouvement qui a un nom à proprement dit, mais qui s'entend à s'appeler l'unité africaine. Donc je suis cette porte-parole, je vais animer aujourd'hui la conférence qui a pour thème principal, comme je l'ai dit, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Nous aurons comme sous-thème, comme thème abordé ici, la démocratie, la souveraineté, les droits de l'homme, les guerres, les massacres, les viols, la place de la jeunesse dans la libération de l'Afrique, le nationalisme africain et le soulèvement populaire. Nous sommes réunis au nombre de plus d'une vingtaine de pays. Nous avons donc le Tchad, la Guinée équatoriale, le Madagascar, le Gabon, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, la Mauritanie, le Togo, le Bénin, la Somalie, l'Angola, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, les îles Comores, l'Éthiopie, le Burkina Faso et le Congo-Kinshasa. Donc je vous remercie tous de votre présence. Je pense que si vous êtes venus si nombreux, c'est que vous vous sentez concernés par l'avenir et le destin de l'Afrique. Donc je ne vais pas m'attarder, je vais passer directement au premier intervenant qui n'est malheureusement pas là, puisqu'on devait débuter par la démocratie. On va commencer directement à la deuxième intervenante, qui est Madame Gertrude Malalou Kumbu, qui va nous parler de la souveraineté. Elle représente le comité d'action congolaise de Brazzaville. Merci d'applaudir. Alors, avant son intervention, vous m'excuserez au niveau de... J'ai juste oublié quelque chose qui est très très important. Pour que nous soyons réunis ici, pour que nous soyons ici à défendre la cause de l'Afrique, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites précédemment. Et surtout, il y a eu beaucoup de nos frères et sœurs qui ont laissé leur vie. Donc je demanderai à l'Assemblée de se lever et de faire 1 minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir et sans plus tarder, Gertrude Malalou Kumba, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Alors j'ai l'immense tâche d'articuler sur mon sujet alors qu'il y avait quelqu'un qui devrait intervenir sur la démocratie. Donc normalement, vous remarquerez que les thèmes ne sont pas choisis au hasard. Il y avait une articulation jusqu'à la fin. Donc je vais passer par, le deuxième thème. Mais non sans expliquer quand même la signification du premier thème, qui est donc la démocratie. Je veux tout simplement vous dire que, le plus simplement possible, que la démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple exerce sa souveraineté. Alors
Alors, donc, je disais que ce thème de la démocratie qui devait être exposé par quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, je veux tout simplement vous signifier très simplement que la démocratie est un régime dans lequel le peuple exerce sa souveraineté. Donc maintenant, c'est à nous de savoir si cette démocratie sied à l'Afrique. Alors je vais passer à mon thème qui est la souveraineté. Alors c'est quoi la souveraineté? C'est quoi la souveraineté? Alors, donc j'ai essayé de le disséquer en 3 étapes. Il y a, comment dire, ce qu'on appelle le pouvoir suprême d'un pays. Dans le pouvoir suprême d'un pays, alors on peut mettre en exergue sa puissance, sa production puissante. La faculté, par exemple, de créer des avions, des industries, le nucléaire, etc., etc. Ça, c'est la souveraineté primaire, et qui est d'ailleurs fondamentale. Ensuite, il y a la souveraineté nationale. Par le passé, la souveraineté était dédiée au régime des rois. Actuellement, on peut l'élargir au régime des peuples, c'est-à-dire les peuples ont droit aussi à leur souveraineté, à travers les représentants des peuples, c'est-à-dire les sénats, les parlements, etc. Et après, il y a une 3e étape qui est la souveraineté réelle du peuple. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on voit le peuple réagir à travers des référendums. C'est le peuple qui donne sa voix pour pouvoir, comment dire, diriger la destinée d'un pays. Parce que c'est le peuple qui détient la souveraineté. Donc, dans ces 3 catégories de souveraineté, chacun de nos pays pourra s'y reconnaître. Alors, donc je voudrais insister quand même sur la souveraineté monétaire et économique. Je pense qu'un pays souverain, c'est celui qui détient la souveraineté monétaire et économique, avant de parler d'autre chose. La question que je vais vous poser, à laquelle on répondra, est-ce que l'Afrique a réellement une souveraineté monétaire et économique? Alors, moi je dirais pas exactement. Je prendrai un exemple précis sur la zone franc, c'est-à-dire les pays par le passé colonisés par la France, qui détient le franc CFA. Vous savez ce que c'est que le franc CFA? Par le passé, le franc CFA, c'était le franc des colonies de l'Afrique. D'accord? Par le passé. Et puis on a boudé un tout petit peu avec les tractations et tout. Ils ont changé. Ce n'est plus le franc des colonies d'Afrique. C'est maintenant le franc des communautés. Voilà, ils vont transformer, ils sont très intelligents. Des communautés d'Afrique. Bien, quelle que soit la dénomination, nous sommes encore arrimés à ce franc CFA qui nous fait mal. Alors, je vais parler du franc CFA, je pourrais parler des autres francs. Du franc CFA, pourquoi? Parce que, vous savez, le franc CFA, actuellement, 50%, avant c'était même 60%, 50% du franc CFA se trouve géré dans les comptes d'opération de la France. Pourquoi? Ils se disent que c'est l'offre qui serait supérieure à la demande. Semble-t-il que, bon, on offre beaucoup plus que l'on demande. Alors, pour compenser cela, ils nous proposent de racheter nos propres CFA. Or, vous savez que nous ne pouvons plus racheter les francs CFA, pas les francs CFA. Donc, il faut que nous puissions, concevoir un trésor. On appelle ça dans les devises. Il faut donc obtenir des devises. Et ces devises doivent être stockées dans les comptes qu'on appelle les comptes d'opération. Pourquoi? Pour pouvoir prévenir ce qui pourrait arriver. Donc vous comprenez bien que ce petit tractus, ce petit, traquenard,
où nous ne pouvons même pas bénéficier de la totalité de notre fonds, dont 50% se trouvent dans les comptes d'opération en France, est réellement un manque à gagner pour l'Afrique. Rien que pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas économiste, je suis biologiste. Alors rien que pour ça, lorsqu'on a compris que le franc CFA est un manque à gagner pour l'Afrique, la solution la plus logique, c'est d'en sortir. Mais comment? Intelligemment. Vous comprenez bien que dernièrement, il y a un président qui voulait battre monnaie. Vous savez où se trouve en ce moment. D'accord? Alors voilà, donc intelligemment, cette souveraineté monétaire, comment dire, nous fait vraiment défaut. Alors, nous ne pouvons être souverains que si nous avons notre souveraineté économique. Alors, ensuite, je vais vous parler de la souveraineté militaire. Alors, il existe encore, comment dire, des contrats de maîtrise, de postes comment dire, de contrôle dans certains pays d'Afrique. Il y a des contrats militaires dans certains pays d'Afrique. Bon, on peut faire des contrats. Mais les contrats, j'ai remarqué que ce sont des contrats unis. On n'a jamais vu des militaires africains stationnés en Occident. Par contre, on voit des militaires occidentaux stationnés en Afrique. Un contrat se signe entre deux entités. D'accord? Mais là, on est en droit de penser, mais pourquoi il y a ce contrat unilatéral? Pourquoi il n'y a que les militaires occidentaux qui sont stationnés en Afrique? Pour quelles raisons? Donc vous allez essayer de chercher les raisons. Mais on peut déjà comprendre pourquoi. Je pense que c'est quelque part pour un contrôle de l'Afrique. Donc il y a cette souveraineté comment dire, militaire qui nous fait défaut. C'est pour cette raison que je vais dire que nous ne sommes pas encore souverains. Et ensuite, il y a la souveraineté politique. Bon, en ce moment, comment dire, nous sommes capables de créer nos propres politiques. Nous sommes capables d'avoir un président, une institution, des chambres bicamérales, c'est-à-dire deux chambres, le Parlement, le Sénat, etc. On est capable de le faire. Mais pensez-vous que, comment dire, ce genre de politique, de souveraineté politique, sied à l'Afrique? Parce que je me dis, en Afrique, et c'est vrai que bon, nous avons nos traditions, nous sommes toujours en train d'être imposés par les autres qui sont, on pense être plus souverains que nous pour les politiques. Est-ce que nous avons réellement une souveraineté politique? Je pense même que la souveraineté politique est complètement liée à la souveraineté monétaire et militaire. Parce que vous allez vous rappeler, dans les années 90, et si je ne m'abuse, il y a eu le vent de la démocratie à la Bolle. Le président qui était là, c'était le président Mitterrand, qui a dit, pour des raisons bien précises, que l'Afrique devrait se mettre à l'ordre de la démocratie. Il avait probablement raison. Pour qu'il y ait un rétro-contrôle sur la gouvernance de ces pays. Parce qu'en démocratie, comment dire, le pouvoir est partagé. Les pouvoirs sont indépendants. Le Parlement peut avoir un contrôle sur l'exécutif et vice-versa. L'exécutif, évidemment, peut également avoir un contrôle sur le Parlement. Donc, de cette manière, il y aura moins de dérives. Alors, c'est pour cette raison, je pense, comme il y avait beaucoup de mal-gouvernance en Afrique, que le président Mitterrand, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, nous a proposé la démocratie. Et je vous poserai la question, pensez-vous que cette démocratie sied réellement en Afrique? Bon, il y avait un côté positif, il y a sûrement toujours un côté positif. Alors, malgré l'avènement de la démocratie, malgré le vent de la démocratie, vous remarquerez également que chaque fois qu'il y a des
il y a des catastrophes. Il ne s'est jamais passé ou peu ou prou, il s'est passé peu ou prou, des sécurités de nos peuples lorsqu'il y a des élections africaines. Parce qu'il y a une démocratie. Alors, est-ce que c'est nous qui n'avons pas pu nous approprier de cette démocratie, de telle enseigne que chaque fois nous avons des morts, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je reviens encore, vous allez sûrement deviner ce que je veux. Peut-être cette forme de démocratie n'est pas adaptée à nos réalités, à nos convictions et à nos traditions. Donc voilà, pour terminer, je ne vais pas trop prendre la parole, puisque vous comprendrez que je pense que nous ne sommes pas souverains, monétairement nous ne le sommes pas, militairement nous ne le sommes pas, politiquement nous sommes peu ou trop. Alors qu'est-ce qu'il faille faire pour réellement que l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté? Je vais insister quand même sur certaines solutions que je propose. N'oubliez pas que la richesse du sol et du sous-sol africain, par le passé, appartient à l'occidental qui l'a exploité. Je ne vais pas citer les noms des présidents qui ont signé des contrats. Je vais vous dire par exemple, au Congo-Brazzaville, le sous-sol congolais n'appartient pas au Congolais. Le sous-sol congolais appartient à celui qui l'a exploité. Tout simplement, le contrat qui a été signé avec le gouverneur qui l'a fait, dit que le pétrole restera exploité par l'Occidental. Maintenant, que faire? On peut proposer un changement de contrat. On peut proposer le changement de contrat. Parce que c'est quand même le sol africain qui est riche et ce sont les autres qui exploitent. Parce que c'est eux qui détiennent la matière grise et la technique. Nous n'en avons pas. Donc, comment faire? Renégocier les contrats intelligemment. Parce que quand vous touchez à ce qui baisse, eh bien, on vous fait partir. On vous bouge, on vous coupe la tête. Alors, moi, je souhaiterais un jour faire les États-Unis d'Afrique, mais intelligemment, on va penser à tout ce qui limite que ceci soit fait. Et puis, trouvons ensemble des solutions raisonnables et intelligentes pour sortir notre Afrique très riche de la Bible dans laquelle elle se trouve. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques, pour ton intervention. Je pense que pour ceux qui ont pu lire le programme qui a été mis sur vos chaises et qui vous a été distribué à l'entrée, les questions seront posées ultérieurement, après toutes les interventions. Donc il faudra bien retenir ou poser ou noter votre question pendant l'intervention afin que vous puissiez le poser au moment où le public aura la parole. Donc je vais faire venir pour la deuxième intervention qui concerne donc les droits de l'homme. Je vais faire venir M. François Passema, qui est le président du CADCA Centrafrique, et également M. Zap Crasso, qui représente le président du COGEP, qui va nous parler, qui seront en binôme, donc ce sera deux interventions de chacun d'entre eux. Donc Zap Crasso nous parlera des guerres, des massacres et des viols en Afrique. Donc François, si tu veux bien t'avancer, et Zap également. Merci. Bonsoir chères sœurs et frères. Il m'est choix de me parler des droits de l'homme en Afrique. C'est ce que moi j'appellerais plutôt les droits humains. Puisque la notion de droit de l'homme, qui est une expression française, lorsque le 26 août 1789, ils se sont réunis pour élaborer ce document, il n'était que des hommes. Il n'y a pas de femme parmi eux. Car la femme, à cette date-là, était considérée comme une créature dénuée de raison. Le texte de 1789, intitulé Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, exclut la femme.
Donc cette notion de droit de l'homme, qu'est-ce qu'on entend par droit de l'homme? Par droit. Mais quel type de droit s'agit-il? Ce droit, ce ne sont pas les normes qui régissent les rapports entre des individus ou groupes d'individus. Il s'agit ici d'un ensemble de tout ce qui est permis d'être fait, tout ce qui est autorisé, un ensemble de libertés qui échoit à tout individu appartenant à l'ensemble de l'espèce humaine. C'est ce qu'on appelle les droits humains. Ces droits, essentiellement, il y a ce qu'on appelle en priorité le droit à la vie. Le droit à la vie se trouve être la principale de l'ensemble de ces droits dont nous allons parler. Ces droits sont considérés comme naturels, car il n'y a pas de droit de l'homme de type occidental à opposer à des droits de l'homme de type africain ou américain ou asiatique. Ceux qui penseraient que parler des droits de l'homme consiste à transposer des valeurs occidentales en Afrique se trompent. Les droits humains sont des droits naturels. Lorsque l'on vient au monde, à l'état de nature, on est libre. Parce qu'avant la naissance des sociétés, l'être humain qui est apparu sur Terre est doté de liberté, qui lui permet d'aller et venir. Il a en lui la vie. Il met tout en œuvre pour se préserver de ce qui pourrait lui nuire. Donc, les droits humains, comme nous appelons les droits de l'homme, sont un ensemble de droits qui sont universels. Ils sont d'abord naturels, ensuite ils sont universels, quels que soient les individus, quelle que soit leur origine, quelles que soient les époques. Ces droits appartiennent à tous les membres de la famille humaine. Ces droits, à partir du moment où les individus et groupes d'individus qui, à l'origine, vivaient individuellement, vont commencer à constituer des sociétés. Je rappelle tout simplement que le fondement de nos sociétés, c'est la famille. Puisque ce n'est pas vraiment inscrit dans l'ordre du jour de notre thème, nous parlons uniquement des droits. Donc la famille. Ensuite, l'union des familles va fonder ce qu'on appelle les sociétés. Les sociétés humaines, pour se mettre à l'abri de toute atteinte aux droits humains, ont élaboré des dispositifs pour se prémunir contre les atteintes aux droits. Dans les sociétés traditionnelles africaines, il y a des droits humains qui ne sont pas des droits écrits, puisque nous n'avons pas les traces. Il y a ce qu'on appelle des droits coutumiers. Donc ce n'est pas l'Occident, chers sœurs et frères, qui nous a apporté ce que nous appelons ici les droits de l'homme. Ça a existé dans nos sociétés. Et dans les sociétés africaines, vous verrez par la suite la discrimination qui est faite à certaines catégories de la société, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes d'un certain âge. La discrimination n'existait pas dans nos sociétés, puisque ces sociétés reposaient sur une forme d'organisation basée sur des droits humains auxquels tout membre de nos communautés africaines, quelles qu'elles soient, pouvait s'en réclamer. Alors, dans l'histoire des droits, pour aller plus vite, nous arrivons aujourd'hui face à tout un ensemble de textes dans lesquels on peut retrouver ces droits. Historiquement, pour ce qui nous concerne en Afrique, on parle aujourd'hui de déclarations. Je vous ai évoqué la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1629, la déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée sous l'égide des Nations Unies le 10 décembre 1948. Mais avant cela, il y a déjà, rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, particulièrement dans l'Ouest africain, au Mali, au XIe siècle, il y a eu une déclaration des droits humains. Donc, la première déclaration des droits de l'homme dans l'histoire de l'humanité est africaine. Voyez-vous, au XIe siècle. Pourquoi ceci? C'est important. Puisque le second texte va être tout simplement ce qu'on appelle la charte anglaise de 1988. Mais bien avant ça, dans l'Antiquité, il y avait un texte manuscrit sur une poterie. C'était l'empereur perse, Cyrus, une fois qu'il a envahi Babylone, eh bien, ceux qui étaient réduits en esclavage avaient été libérés, car dans son texte, il avait mis l'accent sur les droits humains, permettant ici aux Babyloniens, Babylone c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Bagdad, la capitale de l'Irak, dans cette époque-là c'était Babylone. Donc, voyez-vous, ce texte existe et traduit dans toutes les langues des Nations Unies et des Nations Unies. La chronologie
chronologie des documents que nous avons. Il y a eu, je vais parler le texte de la France, le texte africain, qui est le plus ancien document que les chercheurs ont prouvé, que ce ne sont pas les Occidentaux, c'est l'Afrique. Ensuite, il y a eu la déclaration anglaise de 1888, je peux le dire, et 1776, le 2 juillet 1776, les Américains, dans leur déclaration d'indépendance, pour se détacher de l'Angleterre, ont mis en avant un ensemble de textes. Et la Constitution américaine qui va se rédiger, 1796 par la suite, va aussi mettre l'accent sur ces droits, ce qui a influencé le texte français. Donc, vous voyez bien que dans notre monde, nous avons toute une pléthore de textes auxquels nous pouvons donc nous référer pour exiger le respect de nos droits. Alors, pour faire le tour, il y a en 1979 la Convention internationale des droits de la femme. Et je rappelle que la journée du 8 mars de chaque année, c'est la journée internationale de la femme, au cours de laquelle on doit plutôt se battre pour que les femmes, nos sœurs, nos mères, nos filles puissent voir leurs droits triompher. Eh bien, mon ami, là tout à l'heure, quand il aura la parole, il parlera des violations des droits. En 1789, il y a une convention internationale qui met l'accent sur les droits de l'enfant. Et je rappelle également qu'en 1963, à Addis Abeba, lors de la signature de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, eh bien, l'accent a été mis sur ces droits humains. Et il y a aujourd'hui, d'abord un texte qui a été signé à Banjul, en Gambie, en 1981, qui est la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Là intervient la notion de peuple. Parce qu'il faut comprendre que les droits humains ne touchent pas seulement que des individus. Ça concerne aussi les peuples. Et vous comprendrez que parmi ces droits, il y a ce qu'on appelle le droit à la propriété. Ma sœur, tout à l'heure, a mis l'accent sur les richesses du sol. La propriété des richesses, eh bien, le cobalt, le coltan, l'or, l'uranium, les richesses du sol africaines appartiennent au peuple africain. Il y a tout simplement une violation des droits de ces peuples qui fait que des puissances étrangères au continent ont spolié, ont débarrassé les populations de leurs richesses et les exploitent gratuitement. Voilà donc. Alors, je vais donc, voilà pour notamment les textes, ce que c'est que ces droits et comment faire respecter ces droits humains. Donc tous ici nous avons des droits. Bon, il y a toute une liste qu'on pourrait énumérer. Pour faire défendre, pour faire prévaloir ces droits, il faut s'en remettre à des institutions. Dans toute société organisée, même dans la société africaine traditionnelle, il y a un système judiciaire, ce qu'on appelle le droit coutumier, la justice coutumière. Lorsque un individu porte atteinte à votre propriété, par exemple votre champ, par exemple, vous l'avez cultivé, vous l'avez semé, et que le voisin qui n'a pas fait l'effort vient chez vous voler votre récolte, eh bien, au niveau du village, il y a une justice qui est rendue pour sanctionner celui qui a porté atteinte à votre droit. Donc, dans notre société traditionnelle, il y a des dispositions judiciaires qui sont mises en place pour faire respecter les droits des membres de la société. Alors, pourquoi aujourd'hui nous avons des soucis? C'est parce que tout simplement qu'aujourd'hui, les juridictions ne fonctionnent pas, les systèmes judiciaires dans l'ensemble des pays africains étant défectueux, eh bien, les droits humains ne sont pas tout simplement respectés. Dans le débat, on reviendra dans le détail. Je vous remercie. Africaine d'être rassemblée en cet après-midi pour parler des choses sérieuses. Et cette conférence est tout à fait utile. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pensé à cette initiative. Chers frères et sœurs, chers camarades, j'ai le grand honneur de passer donc à l'oral devant vous pour parler d'un sujet non moins délicat qui touche aux droits de l'homme et ayant pour thème spécifique en ce qui me concerne et que je vais développer, qui concerne donc les guerres, les massacres et les viols. J'avoue que c'est un sujet, comme je le dis, délicat, très délicat, qui pourrait appeler à une autre rencontre et qui demanderait beaucoup plus de temps.
ce n'est pas aujourd'hui qu'on va trouver toutes les solutions. Donc, très vite, je pourrais dire un mot de ce que c'est que les droits de l'homme, que vient de définir explicitement le camarade François Passemont, pour le décrire, le définir en des mots simples, sans termes académiques, comme le dirait un homme de la rue, les droits de l'homme ne sont nulle part qu'en chacun de nous. Les droits de l'homme, c'est ce qui est en profondeur de nous en tant qu'être humain. Il suffit qu'on en prenne conscience. Mais à côté des droits de l'homme se trouve évidemment ce qu'on peut appeler les droits humanitaires. La différence est que dans les droits de l'homme, lorsqu'on nous explique de façon académique que c'est les droits que chacun détient en tant qu'être humain, pour ainsi dire que les hommes naissent libres et égaux en droit, dans le droit humanitaire, qui est régi donc par le droit international humanitaire qu'on appelle le DIH, qu'on appelle aussi droit de guerre ou droit de conflit armé, ce sont donc l'ensemble de ces règles qui visent à protéger les personnes sensibles, les personnes vulnérables, telles que les femmes, telles que les enfants, qui ne participent pas au conflit directement, mais qui souvent en sont les victimes. Vous comprendrez que nos sociétés africaines ont ceci de spécifique que, certainement par instinct culturel, elles ont tendance à prendre pour quantité négligeable certaines atteintes aux droits physiques, telles que les mutilations génitales, l'exploitation abusive des filles mineures dans des foyers aisés. Dans toutes les grandes capitales africaines, vous voyez bien nos jeunes sœurs qui sont exploitées abusivement. Il y a aussi donc des viols des filles mineures, des violences conjugales, etc. etc. Entrer sur deux pays, le Rwanda et la RDC. Ça n'occupe pas ce qui se passe dans les autres pays. Au Mali, en Côte d'Ivoire, au Libéria, partout, en Centrafrique où il y a eu des guerres, ce sont les mêmes choses qui se sont répétées. Mais par manque de temps, nous allons nous atteler simplement à ces deux pays comme à titre d'exemple. Au Rwanda, je vais vous lire un rapport très spécifique de ce que les femmes subissent dans les guerres. Dans la guerre entre les Tutsis et les Hutus, dans ce pays, au Rwanda, l'ignominie faite aux femmes dans les guerres où elles ne sont pas actrices se retrouve dans ce récit. Je suis fier d'être burkinabé, mozambicain. Et cette façon de voir qui a été conditionnée par l'histoire de la colonisation nous empêche au demeurant, quelquefois, je ne dis pas tout le temps, d'essayer de comprendre et de appréhender la nécessité de l'unité. C'est-à-dire que on essaye de valider ce qui a été construit par l'impérialisme, par le colonialisme, avec la conférence de Berlin de 1884 et de 1885. Et aujourd'hui, nous validons, permettez-moi l'expression, ces enclos coloniaux, qui effectivement ont conditionné la vision du monde de nos semblables. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des Africains vous diront qu'ils sont fiers d'être de ces nationalités-là, tout en minimisant le caractère artificiel de ces différents États. Et cela, comme je disais en préambule, fait le lit d'une certaine xénophobie ou comment dirais-je, de comportement où les Africains se regardent en chaîne faïence parce que tu es congolais de Brazza, tu es congolais de Kinshasa. Pourtant, on partage bon nombre, on partage la même culture, nous partageons la même langue, mais ça n'empêche pas que les Congolais de Brazza aient des comportements, comment dire, condamnables à l'endroit de leurs frères de Kinshasa. Donc cela est une manifestation de ce qui empêche véritablement l'unité. Je n'irai pas en profondeur si certaines personnes voudront reprendre
le point que je viens de développer dans les questions, qui n'hésite pas. Il y a un autre élément également qui est, à mon sens, dans la continuité de ce que je viens de dire par rapport au micro-nationalisme, c'est le tribalisme également. Le tribalisme est une plaie en Afrique parce qu'elle est générée par l'ignorance. L'ignorance de ce qui nous lie, de ce qui nous unit par l'histoire. Je vous invite à découvrir, si certains d'entre vous ne le connaissent pas, les ouvrages de Charles Tajan, c'est l'unité culturelle d'Afrique noire, qui valide de manière indubitable les profonds liens qui nous unissent. Lorsque vous avez par exemple des noms qui traversent le bassin du Congo pour se retrouver au Sénégal, les Ndiaye, les Mbeke, qui sont des noms du bassin du Congo et qui se retrouvent au Sénégal. Malheureusement, ces réalités toponymiques, ces noms qui ont circulé à travers les âges, ne sont pas suffisamment, comment dirais-je, la propriété des Africains, parce que, notamment, le système éducatif n'est pas véritablement suffisamment efficient pour permettre aux Africaines et aux Africains d'avoir véritablement ces éléments en possession pour regarder, leurs frères africains d'une autre manière. Donc ce tribalisme-là est une plaie qui est aussi une arme utilisée par rapidement, des hommes politiques et des femmes politiques aussi, la forcerie véreux, qui justement pour leurs intérêts bassement politiciens manipulent ce fait entre guillemets ethnique pour leurs propres agendas politiques. Et donc aujourd'hui, la panafricaine et le panafricain d'aujourd'hui, incarné notamment par la jeunesse, aura en possession son héritage historique et culturel pour pouvoir transcender ces réalités-là qui sont des freins à notre unité, et tout en magnifiant aussi sa diversité ethnique, parce que le panafricanisme n'est pas la négation de la diversité africaine. C'est l'unité de la diversité pour un objectif commun qui est l'État fédéral d'Afrique. Merci. Oh, dans la ghetto, pourquoi m'as-tu abandonné dans la vie? Dans la ghetto, la consécration et la bénédiction. Dans la ghetto, la lumière et la compréhension, les nettoyages de l'environnement. Merci et bonsoir. Il est des devoirs pour nous nationalistes de vouloir toujours entonner ce qui adviendra peut-être l'hymne national africain dans les jours à venir. Je vais essayer dans la mesure du possible d'être bref et d'essayer de me faire comprendre. J'ai essayé de répartir mon intervention sur 5 points. Le premier point, c'est que je vais aborder le nationalisme africain, la définition du nationalisme africain. Le deuxième point, le nationalisme africain comme conscience nationale. Le troisième point, le nationalisme africain comme idéologie politique d'une Afrique digne et souveraine. Le quatrième point, le nationalisme africain comme matrice d'une économie souveraine et indépendante. Et le cinquième point, le nationalisme africain comme socle d'une coopération bilatérale et multilatérale. Nouveau socle d'une coopération bilatérale et multilatérale, ainsi internationale. Partons du premier point du nationalisme africain. Nous définissons le nationalisme africain comme l'intelligence de la guerre ou la stratégie du combat. Nous n'avions pas besoin de dire que nous sommes en guerre, nous n'avions pas besoin de vous expliquer que nous sommes en guerre. Mais il s'est fait que nous sommes en guerre parce qu'on nous a imposé une guerre. Beaucoup de camarades se sont succédés sur ces tribunes. Vous avez remarqué qu'ils ont épinglé autant de choses, autant de problèmes. Mais ces problèmes-là et ces conflits, notamment, j'épingle celui des viols des femmes et consorts. Tous ces problèmes-là ne sont que la manifestation microscopique d'une grande guerre menée contre l'Afrique, d'une grande guerre menée contre aussi les Africains et les Africaines. Donc, dans cette dimension-là, le nationalisme africain, comme je l'ai dit, comprenez-le comme une intelligence de la guerre, comme une stratégie de combat. Donc, comme on nous a imposé la guerre, nous allons maintenant rentrer en guerre.
Pas parce que nous voulons la guerre, mais parce que nous allons répondre à la guerre pour obtenir la paix. Et la paix, pour l'obtenir, nous devons démontrer à l'adversaire que nous sommes à la hauteur de la guerre qui nous a imposée. Nous sommes à la hauteur, là où l'adversaire a donné la gifle, de remettre le coup de poing. Donc c'est ce qui va se passer. Donc en matière de définition, le nationalisme africain, cette intelligence est une intelligence opposée à toute idée de colonialisme, opposée à toute idée de la récolonisation de notre chère et mère patrie l'Afrique, opposée à toute idée d'asservissement, opposée à toute idée d'aliénation. Ça, c'est la dimension, comment est-ce que nous voulons comprendre ce nationalisme africain. Rappelez-vous qu'en 1964, nos pères des indépendances, mes pensées vont ici au moment où dans cette salle, je remercie nos ancêtres qui, je pense, du haut de cette salle, nous regardent fièrement d'ineffices filles d'Afrique réunies pour parler de la souveraineté de ces grands, de notre chère et mère patrie d'Afrique. En 1964, lorsque nos pères sont allés au Caire, en Égypte, inconsciemment, peut-être, ou sans le vouloir, ils ont scellé le sort de notre chère et mère patrie l'Afrique. Et ce sont les conséquences que nous subissons en ce jour. Au Caire, il y avait un seul principe qui a triomphé. C'était celui de l'intangibilité des frontières. En prenant comme socle de sécurité et comme socle de la conservation de la défense de notre chère et mère patrie l'Afrique, le principe de l'intangibilité des frontières, c'est ce qui a indirectement consolidé l'œuvre de la conférence de Berlin. Parce que la conférence de Berlin de 1885 avait morcelé l'Afrique, les grands ensembles africains, à des petites prisons. Que nous avions, comme le disait le camarade tout à l'heure, que nous essayons tant bien que mal de pouvoir avancer, mais nous n'avançons pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? En voulant faire du principe de l'intangibilité des frontières comme socle de sécurité, il s'est fait qu'on disait que le Rwanda ne peut pas attaquer le Congo ne peut pas attaquer le Burundi. Or, qu'est-ce qui se passe? Sur la table des négociations, même au moment où nous n'avions pas voulu les inviter, les Belges étaient présents parce que la République démocratique du Congo, jusqu'à preuve du contraire, reste un patrimoine privé du roi des Belges. Parce que la République du Sénégal ou du Togo reste le champ d'action et le précaré de la France. Parce que le Ghana, tel qu'il est là isolé, reste le précaré des Britanniques. Donc, il s'est fait qu'en acceptant le principe d'intangibilité des frontières, on a consommé inconsciemment cette réalité qui disait que vous devez rester là, vous devez veiller à cette partie des terres que nous vous avions donnée. Donc, ceci dit, qu'à ce niveau-là, comme on disait, toujours dans ces premiers points, qu'il faudrait maintenant, et j'appelle à toutes les intelligences, à tous les esprits éveillés de l'Afrique, de refaire le nœud de la conférence de 1964, qui était la conférence des chefs d'État et de gouvernement au Caire, pour aller vers un nouveau principe. Et le principe de l'intangibilité des frontières doit être transformé au principe de l'inviolabilité, de l'intégrité physique et l'intégrité territoriale de la femme africaine. Pourquoi? Parce que le principe de l'inviolabilité et de l'intégrité physique de la femme africaine mettra fin à toute forme de viol, à toute forme de violence, à toute forme d'humiliation et de déshumanisation dont est victime la femme africaine. Le respect du principe de l'inviolabilité territoriale de la femme africaine dira clairement là où pas de conflit, là où il y a la femme africaine. Pas de guerre là où il y a la femme africaine. Parce que inconsciemment, lorsque vous défendez les frontières du Rwanda, il se fait que lorsque le Congo veut attaquer le Rwanda, forcément le Rwanda va se défendre. Et lorsque le Rwanda va se défendre, ce sont les femmes qui sont violées, ce sont les enfants qui sont assassinés, ce sont des millions de vies qui partent en péril. C'est la faune et la flore, l'univers biologique et je dirais même métaphysique de l'Afrique qui rentrent en péril. Donc voilà pour refaire le nœud de la conférence de 1964, nous devons aller sur ces principes de l'inviolabilité de l'intégrité physique de la femme africaine et l'inviolabilité de l'intégrité territoriale de la femme africaine. Je rentre sur le deuxième point, celui du nationalisme africain comme conscience nationale africaine. Il faudrait forger au sein de notre mère patrie l'Afrique une conscience qui sera digne de nous, Africains. Une conscience qui va donner, je dirais, de l'âme à 4 institutions qui empêchent l'émergence aujourd'hui d'une Afrique souveraine digne. À 4 institutions qui fragilisent, autrement dit,
l'émergence du vrai nationalisme africain. Ici, la nuance est de taille. Et j'aimerais que tout le monde retienne bien, ici, en sortant d'ici, que la nuance est de taille. Le frère et les camarades moi, Zoulou, n'est pas contre la religion, mais je veux faire une nuance de taille et que les oreilles soient grandement ouvertes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je disais que le nationalisme africain... Je ne pas la parole, mais je pense que tu n'as pas besoin de micro. Ta voix porte énormément et surtout elle s'entend jusqu'en bas et les voisins sont... Donc je disais que la... Merci. Juste diminuer le son. C'est une institution, comme vous le savez, où beaucoup d'entre nous y sont passés pour aller apprendre. Mais il s'est fait que l'absence de la conscience nationale africaine a fait que l'école est devenue un lieu d'aliénation, un lieu de destruction systématique de nos structures mentales. Donc sur ces points, il faudrait que la conscience nationale africaine puisse nourrir l'école de demain, l'école de l'Afrique de demain, qui aura aussi comme conséquence de refaire tous les programmes. Je n'aime pas souvent le mot programme parce qu'il ne faut pas programmer des individus, mais le projet éducatif de demain. Parce que le projet éducatif que nous avions jusqu'à preuve du contraire, c'est l'héritage de la colonisation. Et là, ça nous fait défaut. Raison pour laquelle nous n'avons pas les éléments essentiels aujourd'hui pour affronter les grands défis auxquels l'humanité doit répondre. Deuxième institution, c'est l'administration. Jusqu'à preuve du contraire, toutes les administrations africaines ne sont que de passerelles et des canevas qui permettent à nos richesses de pouvoir aller vers d'autres cieux. Ils ont essayé, ils ont réussi par l'administration de pouvoir aujourd'hui déclencher ce que j'appelle l'hémorragie économique. Le sang qui est nos minéraux continue à couler. Nos minéraux continuent à couler. Nos richesses, nos matières, nos vies même continuent à couler vers l'Occident. Et tout ça, c'est parce que l'administration n'a pas de conscience. Et les administrés même, les administrateurs même n'ont pas la conscience. Donc il faudrait créer une forme de conscience nationale africaine pour empêcher que les intérêts que défendent les administrateurs qui sont au Rwanda n'entrent pas en contradiction avec la notion de la paix au Congo et ainsi de suite. Deuxième institution, c'est la religion. Troisième institution, c'est la religion. La religion n'est pas un problème en soi, mais c'est la conscience qui fait défaut. Lorsque la conscience n'y est pas dans la religion, c'est ce que vous appelez du fanatisme. Lorsque la conscience n'y est pas dans la religion, c'est ce que vous appelez les abus, de nombreux abus dont des pasteurs et beaucoup imams ici, ainsi consorts sont en train de commettre. Lorsque dans la religion il n'y a pas de conscience, c'est là qu'on voit le peuple est lobotomisé. C'est ce que est devenu l'Africain aujourd'hui. Donc il faudrait construire cette conscience nationale africaine pour que nous puissions nourrir cette institution. Quatrième et dernière institution, c'est l'institution commerciale, c'est-à-dire c'est le monde du commerce. Et le commerce en soi, lorsque dans le monde du commerce, lorsque dans toutes ces institutions, il n'y a pas de conscience, c'est là que nous allons à la profitation. Vous rappelez encore le combat que nous venons de mener vers la Guadeloupe et Martinique, où il fallait que la profitation cesse. Donc, dans le monde du commerce, lorsqu'il n'y a pas ça, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui sur le plan du commerce international, où l'Afrique ne gagne rien, où l'Afrique ne bénéficie de rien, où l'Afrique n'a rien, où l'Afrique ne reçoit rien, où l'Afrique ne donne rien. Merci. Simplement parce qu'il n'y a pas de conscience. Merci. Tes 10 minutes sont largement dépassées. Malgré mon intervention, je l'ai rajouté. C'est impressionnant. J'espère que la salle réagira tout à l'heure en posant des bonnes questions. Écoutez, à partir de cette idéologie-là, nous implique l'Afrique entièrement. Je parlais du nouvel ordre mondial. Mais le nouvel ordre mondial, la partie que je vais parler, c'est surtout le mondialisme, qui est un concept idéologique qui consiste à la transaction, ou du moins la fluctuation des capitaux, des hommes et des biens matériels. Aujourd'hui, tout le monde est en train de se plaindre que l'Afrique est sous domination occidentale. Mais il faut savoir que les Occidentaux fonctionnent en fonction des intérêts économiques. Ça veut dire que tout ce qui est fait en Afrique aujourd'hui est fait pour le capital. Ça veut dire que ce que mes frères ont appelé les administrateurs, ce que d'autres appelleront des présidents, qui ne sont pas en réalité des présidents, sont en réalité des administrateurs, sont mis en place simplement pour pérenniser les grandes multinationales occidentales. C'est pour ça que vous voyez en Afrique, on a par exemple, je ne vais pas parler que de l'Afrique, je vais parler d'abord de l'ONU, parce que ça fait partie du nouvel ordre mondial.
et du moins un des outils du mondialisme. Vous avez par exemple l'ONU, qui est une institution entre guillemets internationale pour la défense des êtres humains, des droits humains, comme disait tout à l'heure mon cher François Passema, qui est soi-disant là pour défendre les intérêts des droits humains. Mais ce que vous remarquez, c'est que l'ONU aujourd'hui a fait exactement, je pense qu'il y a 16 missions, effectivement il y a 16 missions de l'ONU dans le monde. Dans les 16 missions de l'ONU qu'il y a dans le monde, 9 sont intégralement en Afrique, simplement en Afrique. Et sur les 9 missions qui sont en Afrique, 5 sont en Afrique centrale. Une au Congo, une en Centrafrique et 3 au Soudan. Ça veut dire que c'est des missions qui sont concentrées dans la région qu'on appelle l'Afrique des Grands Lacs. Il y a une raison à cela, parce que c'est la partie où il y a plus de matières premières, où il y a le plus de richesses au monde. Et ces gens-là, l'impérialisme, comme je le disais tout à l'heure, c'est une idéologie qui repose sur l'intérêt, ou du moins sur la défense des intérêts économiques et stratégiques des matières premières occidentales. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Blaise Compaoré a été chassé par le peuple. Mais c'est une chose qui va être un peu difficile par rapport à d'autres pays, comme le Congo par exemple, parce que le Congo est un pays où du moins les intérêts économiques sont entremêlés de plusieurs pays. Vous avez les pays anglo-saxons qui sont entremêlés dans les intérêts économiques du Congo. Vous avez les pays francophones, vous avez même les pays lusitaphones et autres, même les Chinois, les Hindous. C'est-à-dire que vous avez le monde entier qui mange à la table du Congo. Ça veut dire que l'idéologie, ou du moins les choses qui font du mal aujourd'hui à l'Afrique, c'est cet impérialisme-là qui est amené à partir du nouvel ordre mondial où son arme, ou sa philosophie la plus destructrice pour l'Afrique est le mondialisme, qui consiste à défendre des intérêts pour le bien de puissances multinationales. Si nous aujourd'hui voulons réellement défendre l'Afrique, ou du moins libérer l'Afrique, il nous faudra déjà premièrement chercher à savoir quels sont réellement les lobbies, les groupes de pression qui défendent les intérêts dans certains coins de l'Afrique et qui voudraient en fait maintenir nos présidents qui sont en place, ou du moins nos administrateurs, aux postes qui sont les siens. On est tous, je pense qu'aujourd'hui, quand la base de l'organisation, ou du moins de la réunion, s'est faite au début, c'était sur la base des constitutions africaines qu'on ne voulait pas qu'elles soient touchées. Mais quand on commence à voir les choses d'une manière un peu plus en hauteur, on voit qu'en fait, le vrai problème aujourd'hui qui intéresse les Africains, c'est pas le problème des constitutions. C'est d'abord de savoir qui sont les lobbies d'intérêt et qui cherchent à maintenir les présidents qui sont en place pour servir les intérêts des grandes puissances. Ça veut dire que si réellement, aujourd'hui, on veut défendre les intérêts de l'Afrique, il faut d'abord chercher à savoir qui sont les lobbies qui veulent mettre à mal notre continent. C'est la seule chose qui pourra nous faire libérer l'Afrique. Aujourd'hui, le plus gros problème de l'Afrique n'est pas forcément les présidents. Tout à l'heure, Ouazzoulou a été très édifiant quand il parlait de reposer l'Afrique sur une base qui serait la nôtre. Aujourd'hui, nous subissons les philosophies que d'autres ont pensées pour pérenniser leurs intérêts, et non pas nos intérêts. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est des idéologies qui ont été pensées et réfléchies en Europe, en Occident. Elles n'ont pas été réfléchies, elles ne sont pas l'émanation de l'esprit africain. C'est-à-dire que si aujourd'hui nous voulons réellement sauver l'Afrique, il nous faudra créer une intelligentsia qui sera là pour développer des idéologies propres à nous-mêmes et pour nous, et pour défendre les intérêts des nôtres, et non pas des autres. Ingeta. Et par rapport à ce que je voulais finir là-dessus, c'est aujourd'hui, nous avons différents groupes. Pour en citer quelques-uns, vous avez par exemple le groupe Bolloré, qui est un des grands groupes responsables de la déstabilisation aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Pour vous citer un exemple de ce que c'est le mondialisme. Laurent Gbagbo a été éjecté de son poste de président parce qu'à un certain moment, il a voulu en fait prendre sa liberté sur certaines décisions, qui étaient celles premièrement de vouloir battre lui-même sa monnaie, mais pas seulement, c'était redonner aussi d'un côté la dignité à l'agriculteur et aux éleveurs africains.
Vous savez tous que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un des premiers exportateurs de cacao et de café. Quand vous savez par exemple que la France est Bolloré, qui dirige d'un côté les ports africains, qui est la porte d'entrée de tout ce qui se passe en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez par exemple qu'il y a des maladies diverses qui sont envoyées en Afrique. Mais comment voulez-vous contrôler vos frontières quand les ports, c'est-à-dire que des entrées stratégiques de vos pays, sont contrôlées par des multinationales? Ça veut dire que des groupes d'individus privés qui peuvent faire à leur guise ce qu'ils veulent dans notre continent. C'est-à-dire qu'ils peuvent importer ce qu'ils veulent. Il y a eu des scandales dernièrement en France ou en Europe par rapport à la viande de cheval qui était mise à la place de la viande de bœuf dans les conditionnements des usines, Findus et autres. Mais vous avez ce genre de choses qu'on a pu faire ici en Europe, pourtant qui est un continent qui est quand même assez sécurisé par rapport au nôtre. Mais vous, aujourd'hui, maintenant, nous les Africains, n'avons même pas comment est-ce que je pourrais dire ça? Nous n'avons même pas la capacité de protéger les intérêts vitaux de nos populations, parce que tout simplement les ports, qui est une porte d'entrée vitale sur notre continent, ne sont pas contrôlés par nous-mêmes. À partir de là, ça pose réellement un problème de sécurité même alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un vaste plan d'action, de guerre, si on doit dire les choses, qui est fait contre l'Africain. L'Occident nous mène une guerre depuis pratiquement plus de 6 siècles aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, nous ne contrôlons pas les arrivées des biens qui viennent dans notre continent. C'est-à-dire que nos populations peuvent être empoisonnées sans même qu'on le sache. Parce qu'il n'y a pas réellement de contrôle au niveau sanitaire qui est fait dans notre continent. Et ça, c'est là que je voulais vous montrer le danger du mondialisme. Parce que le mondialisme, c'est une idéologie qui amène en réalité à recoloniser l'Afrique, mais d'une manière insidieuse et intelligente, d'une manière stratégique. Parce que quand des entreprises viennent, achètent des terres, des milliers d'hectares de terrain, pour soit faire de l'agriculture, des monocultures en Afrique, ce n'est pas pour le bien de nos pays. C'est souvent pour le bien des pays occidentaux. Par exemple, quand on prend certaines cultures qui sont faites en Afrique, comme le café ou le cacao, nous-mêmes Africains, je ne pense pas que nos enfants en Afrique, tous les matins, ils boivent du lait avec du Nesquik. C'est un luxe qui est fait pour l'Occident. Mais cela est fait pourquoi? C'est fait à cause de ces choses-là, du mondialisme, à cause du mondialisme. Parce que les multinationales aujourd'hui sont le moyen que l'Occident a trouvé pour recolonialiser l'Afrique, mais de manière insidieuse. Parce que personne ne va se méfier d'une grande entreprise. On va dire, ah, ils viennent chez nous, ils apportent du travail aux populations, mais en réalité, ils sont en train de nous priver de notre droit élémentaire, qui est le droit du sol. C'est-à-dire que si on veut réellement lutter, il faut d'abord savoir qui sont ces multinationales qui agissent dans nos pays et qui veulent la destruction, ou du moins qui veulent recoloniser nos pays, mais de manière insidieuse. C'est tout ce que je veux dire. Merci à toi, Massimo. L'intervention a été aussi très éloquente et très belle. Merci de nous éclairer sur la mondialisation. Donc, je fais appel à Monsieur Bamba Lindorgué, conférencier de l'association Lyon-Lama, qui va nous parler de l'aliénation culturelle. Bonsoir. Bonsoir. Merci aux frères qui ont rassemblé notre peuple aujourd'hui. Ça fait, je peux dire, 20 ans que j'ai boudé notre peuple. Aujourd'hui, on est en famille. Et chez nous, on dit quand ta bouche pue, c'est ton frère qui te le dit. Je pense que le hasard n'existe pas. Si, si. Le fait que vous m'avez fait passer avant mes enfants en africaniste, je vais vous faire savoir une chose, je n'ai pas entendu du panafricanisme ici. J'ai entendu du De Gaulle, du Mitterrand,
de l'aliénation culturelle. Quand j'entends des nègres d'Afrique se parler de la diaspora, je ne suis pas de la diaspora. Je suis africain de l'extérieur. Si vous avez avalé l'indépendance qu'a obtenue notre père Patrice Lumumba, qu'a obtenu Cheikh Anta Diop, Amilcar Cabral, Kwame Nkrumah, vous êtes des moins que rien. Je rends hommage à mon grand frère, Steve Biko, parti à 31 ans. S'il te plaît, mon bureau qui était de la RDA, je vais y arriver. Laisse-moi venir. Chers frères, je vous ai écouté. La sagesse, la pratique précède la théorie. Après, dites-moi ce que vous voulez. Moi, je veux qu'on conclue, qu'on travaille et on persiste. Et on peut. La Ligue de Saint-Bernard, c'est 3 frères qui l'ont fait. Si on est déterminé, le 23 juin de Dakar est parti d'ici le 22 juin. Si on veut, on est déterminé, on fait quelque chose. Laissez-moi arriver, s'il vous plaît. Ne paniquez pas. En espagnol, on dit « pero que nada no muere ». Le panafricanisme n'est pas pleurnichard, c'est un travail qui a été effectué par nos parents. Tu as parlé de Gardé, oui, je prends. Sundiata, oui, je prends. Samori, oui, je prends. Le travail qui a été effectué pour permettre à l'Afrique, au moins, vous savez, entre nous, on n'échange pas plus de 15% entre nous. L'Afrique est un gouffre et l'Afrique ne nous appartient pas. 85% de ce que nous bouffons vient de l'extérieur. Et on doit l'arracher. Ça ne se négocie pas. C'est Lénine qui disait que l'impérialisme était l'estat suprême du capitalisme. Moi, je vais vous dire que l'aliénation, c'est l'estat suprême de la domination. On parlait du panafricanisme de Garvey, il y a des plus récents. Et le travail est fait. Relie nation, nègre et culture. Relie civilisation et barbarie. Fanon a dit que celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui le déteste. Et vous tous, vous voulez qu'on vous adore comme des chiens. Parce que vous voulez vous appeler Caspara. Quand Fanon s'est levé et dire que celui qui adore le nègre est aussi malade que celui qui le déteste, Fanon est mort à Bida. Et là où il est couché, on le respecte. Che Guevara, respectez mon papa, Patrice Lumumba. La Ligue de libération nationale, Mozambique, demande à Agostino Neto. Mon père, Amilcar Cabral, cette ligne a été tracée pour libérer l'Afrique, pour sortir l'Afrique du néocolonialisme. Celui qui me demandait qui sont les traîtres, vous les connaissez? De Senghor à Ophir-Boigny. Les traîtres, vous les connaissez? Sylvanus Olympio est tombé devant l'ambassade de France. Les traîtres, vous les connaissez? Vous ne voulez pas les voir et vous ne voulez pas les combattre. Quand mon jeune frère Thomas Sankara est tombé, je pensais que le lendemain, l'Afrique allait se lever. Le peuple est un lâche. Et c'est à nous de se réveiller. Il faut que cette mobilisation continue. Je ne veux pas de tous ces drapeaux, j'en veux un seul. Oui, justement, on n'a pas pu le trouver. On n'a pas pu le trouver aujourd'hui. Le reste, c'est des détails. Voilà la division. Ils ont commencé à vouloir créer plusieurs races. Nos parents se sont battus pour dire qu'il y a 2 races qui existent. La race animale et la race humaine. Maintenant, ils ont créé des communautés. Et dans ces communautés-là, moi, à Abidjan, je fais ce que je veux. Pourquoi
connais partout en Afrique. On peut le faire. Tu peux créer aujourd'hui la carte d'identité africaine. On déchire les nôtres. On l'impose. La victoire, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. Et ce n'est pas le capitalisme qui va vous le donner. Et aujourd'hui, il ne le donne pas. Il a remplacé le blanc qui te dirigeait par des nègres qui ont trahi des nègres. Chez nous, comme vous le savez, le couteau qui te tue, c'est ton frère qui l'aiguise. Tous nos vrais papas ne sont pas morts dans leur lit. Senghor est mort dans la Calvados. Au fil Boigny, je vais vous citer mes pères, comment ils sont morts. Franck Fanon est mort avec la nationalité algérienne. Franchement. Comment Patrice est mort? Où est mort Kwame Nkrumah? Récupéré par Mandjou. Sékou Touré. Amilcar Cabral est poignardé où à Conakry? Comment est mort Thomas? Vous connaissez les bouffons. Vous les combattez ou bien on fuit, on vient ici où on nous exploite, appelés immigrés, diaspora, alors qu'on n'est rien d'autre que des esclaves sur nos... Il était temps que les Africains puissent entendre la vérité de l'Afrique et de nous-mêmes qui vivons ici dans la diaspora. On va continuer dans la foulée. Je fais appel à Célestin, excusez-moi non, d'abord, je fais appel à Agathe Ganzier du Burkina Faso qui va nous dire un petit mot, puisque vous savez que cette initiative est née le jour, donc le 30 octobre, le jour du soulèvement populaire des Burkinabés. C'est ce jour-là qu'on a décidé qu'il était temps que l'Afrique se rassemble. Et c'est de là est née cette conférence. Donc, Agathe Ganzier, si tu peux nous dire un petit mot sur le Burkina ou sur l'Afrique, sur ce que tu veux. Et elle ne prend pas par surprise. Je n'étais pas préparée, mais bon, je vais essayer de dire qu'aujourd'hui, je me retrouve au milieu de vous, avec vous. Et Blandine, on s'est rencontrés devant l'ambassade le 30 octobre où on était sûr que Blaise était parti. On dansait, on faisait la fête, mais à un moment, on nous dit oui, Blaise est toujours là. Là, je peux vous dire que ça nous a refroidi un peu. Et après, voilà, on s'est dit que, vu le niveau d'avancement de la manifestation, il n'y avait pas d'autre issue pour Blaise que de libérer le Burkina Faso. Voilà. Donc ce jour-là, je vous avoue, on a pleuré, on était fiers d'être burkinabés. On a réussi à brouter Blaise Compaoré. Qui pouvait l'imaginer il y a un mois qu'on pouvait chasser Blaise de Kosiam. Kosiam, c'est le palais présidentiel. Et donc, je vous avoue que ça a été un grand moment. Et je tenais à remercier Blandine d'initier ce mouvement-là pour qu'on puisse continuer les luttes, parce qu'il y a d'autres présidents qui veulent aussi rester à vie au pouvoir. Si on peut s'aider, si on peut mutualiser nos forces pour les foutre hors du pays, hors de l'Afrique, je pense qu'on va beaucoup gagner. Ingeta. La patrie ou la mort. Merci beaucoup, Agathe. Donc, je vais appeler également M. Célestin Ella du CROJ Gabon. Il a deux petits mots à nous dire également sur ce rassemblement. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier l'assistance qui a répondu présent à cette
pour défendre nos souverainetés, c'est simplement parce que nous voulons que les peuples africains puissent sortir de l'obscurantisme dans lequel ils sont soumis. Je vais essayer de vous présenter un tout petit peu la situation du Gabon que je représente ici. Ce que je vais vous dire sur le Gabon, c'est que le Gabon aujourd'hui est en alerte orange. En alerte orange, c'est-à-dire le niveau le plus élevé avant l'explosion. Pourquoi le Gabon est en alerte orange? Tout simplement parce que depuis 2009, on a imposé au peuple gabonais un président que le peuple ne voulait pas. Il se révèle aujourd'hui que malgré le fait qu'on nous ait imposé un président, ce dernier a violé délibérément la constitution gabonaise dans son article 10. La violation de nos constitutions devrait interpeller tous les Africains. C'est pourquoi les peuples africains se mobilisent pour leur souveraineté. Le cas du Gabon est un cas comme tant d'autres en Afrique. Au Congo, pour certains, vous savez que Sassou est en train de préparer son coup. Le cas du Gabon, qui est aujourd'hui presque une monarchie, est également comparable à celui du Togo ou à celui de la Guinée équatoriale qui se prépare aussi. Nous vivons donc avec des régimes monarchiques. Est-ce que nous devons continuer à accepter cela? Je dis non. C'est pourquoi il est nécessaire qu'on puisse se poser quelques questions. Où en sommes-nous, peuples africains? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Comment pourrait-on sortir l'Afrique de ces situations? À la question où en sommes-nous, nous disons qu'il est nécessaire de faire l'état de lieu des différentes situations qui se présentent au peuple et aux pays africains. L'état des lieux se fera à travers, nous allons regarder dans la plupart des constitutions qui sont en cours de modification, au bon gré des dictateurs. Nous devons faire l'état de lieu car la précarité sévit dans tous nos pays. Des inégalités sociales, l'injustice est au cœur de tous nos pays. Nos armées sont instrumentalisées contre nos peuples. Le non-respect des droits humains, comme l'a si bien développé M. Passema tout à l'heure, voilà les thèmes sur lesquels nous devons aborder au cours de nos prochaines conférences. Aborder en profondeur, parce que nous devons ressortir les raisons qui nous ont amenés à être dans ces différentes situations. À la question où allons-nous, je considère qu'il est nécessaire aujourd'hui que nous constituions un réseau et que ce réseau devrait s'adresser de manière forte aux institutions internationales, FMI, OMC, OIT, UNESCO. Nous devons également envoyer des recommandations
présentation aux nouvelles instances décisionnelles comme le G20, l'Union européenne, l'Union africaine. Chers conférenciers, nous avons à apporter un message aux peuples africains. Un message fort qui suscite l'espérance pour une alternative crédible. Cela devrait se matérialiser de manière concrète par la mise en place d'un véritable réseau. S'il n'y a pas de réseau panafricain, nous n'arriverons pas. Il faut que nous puissions mettre en place un véritable réseau panafricain. Nous devons créer un lobby financier. Si les autres communautés sont fortes, c'est parce qu'ils ont des lobbies financiers. Nous devons prendre en compte dans le débat politique l'implication de la jeunesse. Si nous n'associons pas nos jeunes au débat politique, nous allons toujours faire fausse route. Chers amis, c'est pourquoi je vais terminer par là. Je n'avais pas grand-chose à dire, mais voilà un tout petit peu ce que j'avais à présenter à la communauté africaine. Et de la résistance, c'est ce que l'on appelle la désobéissance civile. Les soulèvements populaires agitant les pouvoirs ne répondent plus à ces attentes. Alors il y a un acte révolutionnaire vise à renverser carrément les pouvoirs et lui en substituant un autre. Les soulèvements populaires débouchent par une prise de pouvoir, laquelle s'exprime ensuite par d'importants changements institutionnels des lois. Il y a plusieurs causes du soulèvement populaire. Comme ils ont dit mes prédécesseurs, le manque de la démocratie, l'égalité, la liberté, le manque d'un état de droit, les antivaleurs, la dictature, la montée de la pauvreté, la hausse des taux de chômage, les viols, les massacres, la guerre, la balkanisation, les arrestations et emprisonnements arbitraires et abusifs, le pillage et l'exploitation illégale des ressources naturelles, l'occupation étrangère de multinationales de l'impérialiste. Je tiens à vous rappeler que la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1793, dans l'article 35, édifie la naissance des États-Unis d'Amérique. Il y a eu la Révolution française en 1789, dont fut l'avènement de la Première République en France. Il y a eu la Révolution russe en 1921. Le premier soulèvement populaire africain, peut-être pour les autres qui ne le savent pas, c'était le 3 janvier 1966 à Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Donc là, c'était la chute du président Maurice Yamaéolo. Donc après Yamaélo, voilà. Donc c'était les premiers soulèvements qui étaient... Oui, Yamaélo. Ah, Yamaégo. Non, Yamaégo. Voilà. C'était les premiers soulèvements populaires africains, c'était à Haute-Volta, au Burkina Faso. Et là, pareil, on a vu fin octobre, c'était le deuxième soulèvement populaire pour la chute de Blaise Compaoré. C'était en fin octobre 2014. Et puis, je voulais signaler l'abolition de l'apartheid en 1991. Ça a commencé depuis 1961 avec la résistance des Soweto en 1975. Il y avait tous les leaders qu'on connaît. Le maître de Kinshasa du 4 janvier 1959 entamant la procédure pour l'indépendance de la République démocratique du Congo. Il y a eu la révolte du Mali
en 91, entraînant la chute de Moussa Traoré. La guerre civile à Brazzaville entre 1987 et 97 et 99, c'était la chute d'Elisouba par un coup d'État de Sassou Nguesso. La révolte de la République centrafricaine en 92, ce sont des exemples, et puis il y a eu le printemps arabe. Donc en Tunisie en 2010 et suivi de l'Égypte en 2011. Pour les soulèvements populaires, chers compatriotes, frères d'élite, les endroits stratégiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, il y a les soulèvements populaires, comment ça va se faire, ça commence où, je vais expliciter un peu, mais toutes les stratégies, je ne vais pas l'étaler ici sur place. Les endroits stratégiques du soulèvement populaire, d'abord c'est la mobilisation. Les quartiers populaires, les stades, les lieux publics de l'État, les églises, les marchés, les universités et les écoles, et les camps militaires, etc. Les stratégies et les moyens du soulèvement populaire. Parce que le Swahili était parlé avec un grand nombre d'Africains. Et quand mon papa, ton père, Cheikh Anta, l'autre père de l'autre côté, travaillait dans ce sens, les Senghor officiers des autres pays. C'est pour ça qu'on n'est pas encore arrivé à se débarrasser des langues. Le travail, il n'est jamais trop tard. Peut-être qu'on va le recommencer ici. Merci. Donc forcément, il y a 2 ans, voire 3 ans que l'Afrique a passé des choses de 600 intervenants. Et parmi ces 600 intervenants, il y a 3 ans que les professeurs de la langue swahili, le peuple et le pourquoi la langue swahili a été prise? Parce que c'est une première langue enseignée juste après les indépendances en Afrique. Et il y avait une part, la langue Hausa. Pourquoi on a mis la langue Hausa en deuxième position? Parce qu'on s'est rendu compte que le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé en Afrique où la moitié du peuple nigérian parle la langue Hausa. Donc il fallait l'intégrer comme le Nigeria est une puissance économique à l'heure actuelle 20e au niveau mondial. Pourquoi on n'a pas inséré la langue? Et la langue peuple a été prise pour une seule et simple raison. Dans 18 pays de l'Afrique noire, il y a une forte communauté peuple établie dans ces pays. C'est une langue très vive. Et c'est la raison pour laquelle ils ont senti de laisser parmi ces langues, que ce soit des langues transfrontalières et des langues permanentes au Conseil de sécurité de l'Union africaine. C'est quand même à l'ordre du débat. D'accord. Merci pour la précision. Une autre personne de l'Assemblée, dans le fond, ici, juste à côté, à cette fois, commencez par ici. On ira après dans le fond de la salle. Hein. Ne vous en faites pas, tout le monde aura la parole. Tenu les frères du Burkina qui ont organisé. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de personnes. Et même quand ils ont fait une réunion, il n'y avait pas assez de soutien, de solidarité envers eux. Voilà, je voudrais comprendre pourquoi il y a ce déficit-là. D'accord, très bien, merci pour la question. Donc je ne reprends pas assez de soutien au peuple burkinabé après le départ de Blaise Compaoré ou la réunion de concertation pour l'organisation de la lutte. Qui voudrait répondre parmi nos intervenants? François, s'il te plaît. Non, le problème ne se pose pas parce qu'il faut quand même partir du point de départ. Là. Le rassemblement devant l'ambassade du Burkina Faso était l'aboutissement d'une mobilisation des différentes organisations et des frères et sœurs africains en région parisienne et dans toute la France. Puisqu'il y avait un communiqué a été lancé d'abord en ligne, que nous avions tous signé pour nous donner rendez-vous devant l'ambassade du Burkina Faso. Nous avions signé ce communiqué-là. Et à l'issue du rassemblement et à l'issue de la fuite de ce phénomène de Compaoré, et bien automatiquement, si nous nous retrouvons aujourd'hui ici, c'était au départ le résultat du soutien que nous avions apporté au peuple frère du Burkina Faso, à travers les différentes organisations, à travers les individualités, filles et fils d'Afrique. Donc, la solidarité est là. Et nous nous saisissons de cet exemple, le cas du Burkina, pour dire et répondre à une question. On ne s'arrête pas en chemin. Au cours de nos réunions préparatoires, nous avions estimé que dorénavant, à partir de ce mouvement-là, l'a dit Saïd tout à l'heure, nous espérons que, d'abord, nous nous fixons comme objectif de nous donner rendez-vous à Bercy dans les temps à venir pour faire en sorte que
mais définitivement que le peuple africain puisse se réveiller, se lever, on est déjà réveillé, mais se lever pour aller irrémédiablement vers la conquête de sa souveraineté. Merci pour la réponse. Une autre question? Concernant l'action qui avait eu... L'organisation de la lutte. Mais je pense que si nous nous tenons ici, monsieur, pour répondre indirectement à votre question. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais être très bref. Je suis un des représentants de Madagascar. Ma question, c'est que quelle est la portée de ce genre de conférence en Afrique? Car moi, je voudrais que toutes les interventions qu'on a entendues ce soir arrivent également aux oreilles des différents, de quelques dirigeants africains qui participent et facilitent la nouvelle forme de colonisation qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voilà la question, quelle est la portée de ce genre de... D'accord. Merci pour la question. Y a-t-il un intervenant qui voudrait répondre à cette question? Donc je répète, quelle est la portée de la tenue de cette conférence sur l'Afrique, sur les dictateurs directement? Zab. Le camarade Bassema avait déjà répondu à cela, et même dans toutes les réponses, ça converge justement vers... ça donne déjà les réponses à cette question. Nous sommes en train de nous conscientiser. Et il y a eu évidemment quelques remarques. Quelqu'un vient de dire que le Burkina n'avait pas été assez soutenu. Bon, c'est un peu le cas de tout le monde. Les Congolais qui marchent sur eux, les Ivoiriens qui marchent sur eux, les Camerounais qui marchent sur eux. C'est au constat de tout cela que nous avons dit à partir d'aujourd'hui, nous nous rassemblons pour notre Afrique. Donc évidemment, on va vers cette question. Est-ce que nous allons arriver au bout de cette action que nous entamons depuis ces derniers jours? Évidemment, nous allons y arriver. Et cet engouement, nous le suscitons par des réunions. Et au cours des réunions, nous travaillons de sorte à consolider toutes ces questions. Maintenant, à la fin, évidemment, est-ce que ça a un impact en Afrique, sur le continent, je veux dire? Voilà ce que nous envisageons, et ce sera aussi discuté. C'est l'idée même d'aller un jour sur le continent africain, dans un pays, pour en parler, très prochainement même. Et puis aussi, à la fin de cette rencontre, de cette conférence, évidemment, il y aura une motion qui va prendre en compte toutes ces questions. Dans votre question, elle sera répondue dans la motion, parce que c'est comme une contribution en tout cas. Merci. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Maïga, Laure, de Yanama. Je veux juste apporter une précision à monsieur quand il dit que les programmes n'ont pas été bien soutenus. En fait, il n'est pas au courant. Le micro. Par contre, en fait, il n'est pas informé. Le mouvement Yanama travaille avec le balai citoyen, un mouvement burkinabé qui nous a saisis. C'est nous qui avons été les voir. Et nous avons fait avec eux depuis le 15 octobre l'anniversaire de Sankara ici à Paris. Ils n'ont pas encore de récépissé. Tout ce qu'ils font, c'est avec nous qu'ils le font. Et ils travaillent même au Sénégal avec Yanamar qui est à Dakar, ils travaillent avec eux. C'est nous qui leur avons donné les moyens, comment faire pour débouter Bescoparé. Donc quand vous dites qu'ils ne sont pas soutenus, oui, même ici en France, nous travaillons avec eux. Nous avons, monsieur s'il vous plaît, je vous dis, nous avons un site qui s'appelle Yanamar Esprit Paris. Allez-y, vous verrez les images. Nous avons fait l'anniversaire de Sankara en commun accord avec eux, avec Bruno Jaffré, qui a écrit un livre sur Sankara, depuis le 15 octobre. Nous n'avons pas attendu que vous vous leviez. Nous avons été vers vous, pour dire levez-vous. Et c'est ce que Yanamar fait pour tout le monde, pour les Africains, et on le fait. Merci Laure, merci de cette précision. Une autre question dans la salle, monsieur Lancina Camara. Ah, il était temps. Oui. Merci de votre présence déjà. Beauté. Allez-y. Non, nous n'allons pas tricher avec nous-mêmes. La démocratie, elle existe depuis longtemps en Afrique. Ce sont des hommes qui font tout, qui sont bourrins, qui cassent la démocratie africaine. En vérité, comme si on voulait faire aujourd'hui avec Sassou Nguesso, il ne peut pas entendre le mot démocratie. Il est là depuis plus de 30 ans. Il attaque ses voisins.
il initie sa famille, il n'a plus rien à prouver. Alors il y a deux choses. Il faut l'enlever. Ne pas l'enlever, c'est être irresponsable. Ça, c'est la première question, à laquelle je réponds en même temps. Lorsque il y en a marre, à l'époque, alors qu'on avait dit à Ouad de ne pas faire un troisième mandat, compte tenu de son âge. Moi, je suis journaliste. Les Youssou Ndour m'ont dit, ça suffit, il a fait 2 mandats, il faut qu'il parle. Les Moussa Niasse me l'ont dit, il y en a marre, naturellement. Et puis j'ai été voir Ouad. 2 mandats, ça suffit. Compte tenu de votre âge. Il a dit, ah non, toi tu es devenu un mauvais journaliste. Tu es devenu un mauvais journaliste parce que tu dis que je ne serai pas réélu pendant 3 mandats. Je dis non. Il ne faut pas le faire. Il ne m'a pas écouté. Ce n'est qu'après, parce que tout simplement, et c'est ce qu'il faudrait que vous sachiez, vous avez la France-Afrique qui était représentée par Sarkozy. Mais Sarkozy, quand il tue Kadhafi, les jeunes, c'est parce qu'il ne veut pas que Kadhafi parle. Eh oui, Sarkozy, pour vous qui êtes jeunes, sa place, c'est à la CPI. À la place de Bravo. Admettons, non, les jeunes, ne trichez pas avec vous-même, parce que vos aînés ont été de vrais combattants. Je vais aller rapidement. J'ai connu Cabral. Quand les Portugais m'ont dit, tu fais comme au fouet, tu fais comme Senghor, tu viens, on te donne le ministre de l'Agriculture, tu abandonnes le combat. Il a dit, je refuse. Moi, je ne suis pas Senghor, je ne suis pas au Houphouët-Boigny, je continue le combat. Et il nous a dit, on va me tuer, parce que je refuse de faire comme Senghor et comme au Houphouët-Boigny. On l'a éliminé. Vous, votre message aujourd'hui, c'est d'être à la fois des camarades, intellectuels, scientifiques. C'est ça votre rôle. Et alors, Sarkozy a tué Kadhafi. Nous allons faire un tribunal, je l'ai déjà dit à mon ami Clanceau. Oh, il faut faire un tribunal ici, en dehors de la CPI. Dire que si les Français ne veulent pas juger Sarkozy, nous, de la diaspora, nous les panafricains, nous la résistance, nous condamnons Sarkozy. Merci monsieur. Je vais finir rapidement. Ce que je vais vous demander, n'ayez pas peur. Si nous tenons, c'est parce qu'on n'a pas eu peur. Et la presse africaine, elle est irresponsable. Elle devrait être là. Africa 24. Tout à fait. Et oui, Africa numéro 1. Et oui, tous les médias africains devraient être là pour relayer ce que vous dites. Donc, c'est la raison pour laquelle le colonialisme médiatique, nous devons combattre le colonialisme médiatique qui ne vous permet pas de vous faire entendre. C'est pourquoi je suis là. Ingeta. Oui, il a fait certainement depuis longtemps. Bonsoir. 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 Je voudrais attirer l'attention du débat sur un autre, on va dire, sur un autre aspect. Toutes les solutions ou toutes les remarques qui ont été faites jusqu'à maintenant, je trouve qu'elles sont plutôt d'ordre politique pour dire que ce sont les solutions les plus prioritaires aujourd'hui pour apporter des réponses à ce problème de souveraineté dont manque l'Afrique. Je voudrais aller à un autre niveau. D'office, je m'excuse pour toutes les personnes que je pourrais heurter. Pour parler de souveraineté aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà parler de souveraineté physique. Et quand je regarde notre peuple, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, je vais aller droit au but. Quelle est la place de la femme africaine dans ce combat de souveraineté? Ou du moins, quelle place ou quel rôle devrait jouer la femme africaine? Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je constate que la femme africaine a perdu sa place. Et je vais venir directement. Là, vous posez une question que vous répétez vous-même. Si vous pouvez laisser les intervenants. Je vais revenir désolée, c'est pas tout à fait très structuré, mais l'idée est là. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, le combat
pour la souveraineté de l'Afrique. Le combat. Aujourd'hui, tout le monde sait ici, et dans la place qu'elle occupe aujourd'hui en termes de souveraineté physique, je parle du respect de la beauté de la femme africaine et le fait de s'aimer elle-même et de s'imposer au niveau mondial. Donc ce qu'on constate, c'est que sans cet amour-là d'elle-même, j'ai envie de dire, où va commencer le combat pour pouvoir se battre contre... dans ce grand combat, si nous ne retrouvons pas notre place. Et ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que nos hommes font pour aider la femme africaine à retrouver sa place aujourd'hui? Qu'est-ce que la femme africaine fait? Elle a bien dit. Merci pour la question. Je vais appeler Gertrude qui veut répondre à la question pour vous étayer un peu sur la place de la femme africaine dans cette lutte et dans la reconquête de la souveraineté. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Bien, merci, ma soeur. Une question très importante, très pertinente. Il faudrait encore qu'on puisse entendre les réponses. L'heure tourne également. Nous avons moins d'une demi-heure pour pouvoir finir les interventions et prendre une petite collation entre nous, s'il vous plaît. Oui, ils ont une minute, pas de question. Une minute. Bien, merci, ma soeur. Et bien évidemment, la place de la femme, c'est cette question que vous avez posée, et que font les hommes pour que les femmes puissent retrouver leur place. Mais bien entendu, la femme, qui est d'ailleurs le creuset de l'humanité, je vous rappelle quand même que la femme porte le monde. C'est-à-dire que nous vous portons. La femme portant le monde a une place mais privilégiée dans le combat. www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com Le site officiel de tous les combattants.